c'est un comédien reconnu, bien sûr, et ancien président de l'Union des artistes. Il a été député aussi de Bordua à l'Assemblée nationale, 2008 à 2012. Et à ce titre, de porte-parole de l'opposition officielle en matière de la langue, il a rendu public les études suivantes. Grand Montréal s'anglicise, l'application de la Charte de la langue française au collégial, un prolongement nécessaire, donc cette prolongation-là. Et à titre de député indépendant, il a déposé en mars 2012 à l'Assemblée nationale le projet de loi 593. Donc, Pierre va nous entretenir d'une étude comparée de l'actuelle Charte de la langue française en rapport avec le projet de loi 593, déposé en mars, bien sûr, comme je le disais, et en fonction du projet de loi 14. Alors, à vous, Pierre. Bon matin, good morning. Vous l'avez, celle-là. Ça, c'est vraiment suave. Ouais, moi, je ne parlerai pas longtemps, Madame la ministre. Je vais vous laisser beaucoup de temps et je parle très peu longtemps en général. Mais dans ce cas-ci, il y a trois comme moi. J'ai eu beaucoup de mal à préparer ce petit discours-là. Pas un discours, c'est une allocution, je ne sais pas comment on appelle ça, cette présentation. Parce que il y a différents problèmes. Pour moi, il y a trois morceaux. Il y a une question stratégique, il y a une question d'évaluation du projet de loi 14 en regard de ce qui existe déjà et de ce qui pourrait exister. Parce que le projet de loi 14, il se situe quelque part entre la charte telle qu'elle est actuellement à réformer, puis l'idéal de ce qu'on souhaiterait qu'elle soit. Je pense que c'est quelque part entre les deux. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce projet de loi-là? Et donc, quelle est notre implication personnelle? Et ça, c'est la conséquence directe de la stratégie. Quand, tout d'un coup, le Parti québécois, dont j'ai fait... Ah, d'ailleurs, bonjour Madame la ministre, bonjour Émilien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je m'excuse, je n'étais pas cérémonieux. Moi, je fais partie du Parti québécois. Je considère que j'ai encore beaucoup de complices, d'alliés, et je me sens pas éloigné des gens qui sont dans le parti, mais je l'ai quitté. Puis j'avais comme dossier la langue. Donc, on a fait ces études-là. Ça nous a donné une espèce de portrait de plus en plus précis, chiffré, comme vous l'avez vu. Éric chiffre avec exactitude, puis il présente bien ça, la dimension scientifique, en fait, de notre approche. Qu'est-ce que c'est objectivement l'état du français au Québec? Qu'est-ce qui se passe objectivement qu'on peut décrire scientifiquement, le plus scientifiquement possible, quant à la situation de la langue française dans l'île de Montréal, dans la grande région métropolitaine de recensement et plus globalement au Québec. Donc, on commence à avoir un portrait. Puis ce portrait-là, s'il était partagé par tout le monde, ce serait merveilleux parce qu'on trouverait des solutions adéquates communes. Malheureusement, il est contesté par bien des gens, mais souvent pas contesté d'une façon aussi rigoureuse que les documents qu'on a produits au moment où je m'en occupais en tout cas. Donc, il y a quelque chose au niveau de la description objective de l'état du français au Québec. Et ça conditionne si on est inquiet ou si on n'est pas inquiet, et ça mêle tout. Très difficile d'arriver à avoir, donc, un constat qui nous permet d'avoir une opinion justifiée sur l'état du français. Donc, ça, c'était pendant que moi, j'étais au PQ. Je quitte le PQ, mais je demeure préoccupé par l'état de la langue, comme vous toutes et vous tous. Là, le gouvernement est élu, il est minoritaire. Ce gouvernement minoritaire a dans sa plateforme électorale, dans ses engagements, des engagements très forts à l'égard de la langue. Et il faut les rappeler parce que l'abolition des écoles passerelles, l'application de la loi 101 au cégep, entre autres, la réforme de la charte de la langue française, ça, disons que c'est les trois gros morceaux. Puis là-dedans, là, on pourrait détailler la langue de l'administration, la langue de la justice, pas la langue de la justice, la langue du travail, la langue de l'enseignement. Il y a beaucoup d'engagements parce qu'il y a eu une bonne réflexion à l'intérieur du Parti québécois sur cet objectif central pour l'indépendance d'un pays qui est la langue. Mais le gouvernement est élu et il est minoritaire. Alors le problème, c'est que ce gouvernement minoritaire se dit, est-ce que jusqu'où je vais pouvoir aller dans ma volonté d'avoir une législation linguistique conforme à mes convictions et nécessaire pour ma cause fondamentale qui est celle de l'indépendance, parce que c'est clair qu'il y a un lien direct entre les deux encore. Je dis encore parce qu'il n'est pas certain que ce lien-là n'est pas en train de se défaire un petit peu.
La solution ou la réponse du gouvernement du Parti québécois, c'est de dire nous allons aller vers ce qui a été promis d'abord, la réforme de la Charte de la langue française. Mais cependant, comme nous sommes minoritaires et comme nous allons avoir de l'opposition et qu'il y en a à l'intérieur puis qu'il y en a beaucoup à l'extérieur, en particulier sur la loi 101 appliquée au cégep, le gouvernement confie à Mme la ministre, aux gens, le mandat d'élaborer une charte, un projet de charte dans lequel, qui serait acceptable en quelque sorte. Et là, l'acceptable devient acceptable à la fois socialement. Quelles sont les réformes que le Québec, les Québécoises et les Québécois en général sont prêts à entériner? Puis quelles sont les réformes ou la nouvelle charte qui a des possibilités d'être votée à l'Assemblée nationale? Je résume ça, mais dans le fond, c'est à peu près comme ça que ça se joue. La question que ça pose, et moralement et stratégiquement, c'est est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que le gouvernement du Parti québécois, même minoritaire, fait le bon choix lorsqu'il décide de lui-même de se contraindre à ne pas présenter un certain nombre de mesures structurantes? Par exemple, après l'avoir promis en campagne électorale, est-ce que le Parti québécois a raison de ne pas proposer la réforme, l'application de la loi 101 au cégep? Est-ce que le Parti québécois a raison de ne pas agir immédiatement sur les écoles passerelles et de ne pas immédiatement défaire les articles de loi qui sont actuellement dans la charte actuelle de la langue française? Est-ce que le Parti québécois, je disais Mme Malavoie, qui propose les écoles à 4 ans, la maternelle 4 ans, mais qui dit non, ça sera pas, il n'y aura pas d'application de la loi 101 là. Alors qu'on sait que là, c'est-à-dire au moment où les enfants sont en première formation, c'est là qu'on peut aider à ce que l'intégration de tous ceux qui ont des langues maternelles autres, des langues d'usage autres, puisse avoir un socle commun, une langue commune qui va faire qu'ils vont arriver à l'école beaucoup mieux préparés et beaucoup plus aptes, non seulement à s'intégrer au niveau de la langue, mais à s'intégrer tout court à l'ensemble de la communauté, à la majorité francophone. Est-ce que le parti a raison de faire cela? C'est un problème moral. Et donc, quand le parti décide qu'il y a certaines choses qu'il ne fera pas, par exemple, de conserver la formation intensive en 6e année pour tout le monde, mesure large, encore une autre mesure de la ministre de l'Éducation, là, on se dit, attends, là, c'est vraiment un choix qui a été fait par le Parti libéral, qu'on a combattu, et puis tout d'un coup, le Parti québécois n'ose pas aller là. Est-ce que le Parti québécois, dans ce cas-là, a raison de ne pas aller là où il nous a dit qu'il irait? Et est-ce qu'il a raison pour des raisons stratégiques, électorales, des raisons de rapport de force à l'intérieur de l'Assemblée nationale et des raisons de rapport de force avec la société en général, donc l'électorat potentiel? Est-ce qu'il a raison de se restreindre ou pas? Puis c'est important parce que nous qui sommes maintenant, et je parle pour moi, mais je parle pour vous, on est dans la société civile, puis là on se retrouve confronté avec le choix délicat de savoir est-ce qu'on appuie le seul parti qui actuellement travaille en faveur de la langue française et propose, parce que le projet de loi 14 n'est pas dépourvu d'un certain nombre en tout cas de bonnes intentions et de bons articles, j'y reviendrai dans la deuxième partie, ou est-ce qu'au contraire, on dit, hey, Parti québécois, vous êtes en train de vous trahir et de nous trahir par la même occasion, puisque vous n'avez pas le courage d'aller aussi loin que vous devriez et que vous avez songé à aller. Gros problème moral, en tout cas, personnellement, ça m'embête. Je sais que je m'en vais en commission parlementaire, puis je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le jeu de l'opposition en étant contre un projet de loi, ou est-ce que j'entérine un projet de loi qui m'insatisfait, qui ne comble pas les attentes légitimes que j'ai et qu'on m'a données? Alors, pour moi, là, et je traîne cette question-là depuis longtemps. Alors, une des façons de sortir de ce dilemme-là, c'est de se dire, on va regarder le projet de loi 14 comme tel, puis est-ce qu'il contient suffisamment d'articles, de principes, de volontés pour qu'il mérite d'être défendu, et jusqu'où on va pour le défendre, le supporter. Jusqu'où on a un appui pour le projet de loi 14 et qui est une sorte d'entérinement du Parti québécois dans son action au niveau linguistique.
je trouve que ce contexte-là est important. Puis tantôt, on s'en est parlé. Je pense que c'est un contexte fondamental, puis qu'on est assez nombreux à se poser cette question-là. Alors, donc l'exercice, c'est de dire, il faut que... Là, il y a un rapport qui a été produit, il y a un mémoire qui a été déposé à la commission qui va étudier le projet de loi 14. Je ne sais pas si on sera convoqué, j'imagine que oui. On pourra s'y exprimer, mais en même temps, le mémoire, Éric, il a beaucoup travaillé, mais hier, j'ai passé la journée à essayer de reprendre le projet de loi 14 puis essayer de voir. Et c'est compliqué, parce que, comme toujours dans ça, d'abord, je ne sais pas si vous êtes familier avec les projets de loi, je ne le souhaite pas pour vous, parce que c'est pas très rigolo. Puis surtout, c'est que les projets de loi sont écrits de telle sorte qu'il est extraordinairement difficile pour quelqu'un qui n'a pas tous les outils de comprendre qu'est-ce que ça veut dire au juste. C'est compliqué, parce que c'est toujours, ça fait référence à un projet de loi souvent qu'on n'a pas sous la main. Dans ce cas-là, le projet de loi fait référence à la charte qui elle-même a été amendée, charcutée, transformée, qui est difficile à lire dès le départ. La charte de la langue française, ici j'ai une version merveilleuse qui est une version annotée, avec tous les problèmes juridiques liés à chacun des articles. Ça, c'est un outil fondamental que tous ceux qui s'intéressent à la langue devraient avoir dans leurs mains, mais c'est un document secret gardé, semble-t-il, à l'OQLF ou je ne sais pas trop où. Là. Mais en tout cas, c'est un document fabuleux. Mais même ça, c'est difficile de comprendre tout. Et le projet de loi 14 en particulier, comme Mme la ministre est à la fois responsable de la Charte, mais aussi de l'immigration, là, il fait appel à plusieurs autres lois, honnêtement, que je ne connais pas bien. Alors moi, je me suis concentré sur la partie que je connais un peu, qui est celle de la Charte actuelle, et des amendements que le projet de loi 14 y propose. Et l'autre document, c'est le projet de loi de la nouvelle charte de la langue française que j'ai déposé à l'Assemblée nationale, qui s'appelle le projet de loi numéro 593, qui, lui, en partant de la charte, a essayé d'abord de l'épurer, de la nettoyer, pas à essayer. Nous avons pris la charte de la langue française telle qu'elle est actuellement. Je l'ai revu article par article et partout, j'ai enlevé ce qui était abrogé, modifié, j'ai clarifié, redonné des chiffres à l'ensemble de cette charte-là et changé de grands morceaux. Ça s'appelle le projet de loi 593. Puis cette version-là, elle est lisible pour la majorité des gens qui s'intéressent à la langue. Parce qu'elle est neuve complètement. C'est comme si on avait mis de côté ce qui existait, puis essayé de produire un document qui soit compréhensible, avec une sorte de nouvelle logique, puis une nouvelle numérotation. Bon. Donc, l'exercice, c'est de prendre ces trois documents-là, puis essayer de savoir si on comprend quelque chose qui a du bon sens. Alors, je ne veux pas passer à travers tout, parce que là, on en aurait vraiment pour plusieurs heures, puis de toute façon, ce serait extrêmement ennuyeux. Hein, ça serait ennuyeux parce que ça devient, et ça va être l'objet de la commission parlementaire, discuter article par article, ce que veulent dire chacun des mots. Puis là, on entre dans des discussions qui sont d'ordre juridique, d'ordre sémantique, puis qui font aussi appel à ce qu'on peut connaître des mécanismes d'application d'une loi, en ne sachant pas quels vont être les règlements qui vont découler d'une loi si jamais elle est votée. Vous voyez dans quelle complexité on est. Donc, est-ce qu'on est capable actuellement d'avoir une vision un peu claire de, disons, de ce qu'il y a de bon dans le projet de loi 14, puis de ce qu'il n'y a pas dans le projet de 14 et ce qui devrait y être? Et c'est ça qui va nous permettre ensuite de déterminer est-ce qu'on l'appuie ou est-ce qu'on le combat, ce projet de loi 14. Alors, il y a une chose qui est donc, je vais y aller par un certain nombre de thèmes, mais qui découlent d'une lecture attentive du projet de loi, article par article. La première chose, c'est que dans le préambule, on nous dit que le français est la langue... En fait, on refuse d'affirmer clairement que le français est la langue commune de tous les Québécois. Et ça va être l'objet du mémoire du SPQ Libre. Et c'est vrai, partout on dit que c'est la langue officielle. On utilise toutes sortes de mots, mais nulle part on ose affirmer que le français c'est la langue commune. Or, l'objectif de la francisation, l'objectif de la charte à l'origine, puis l'objectif qui, à mon sens, est fondamental, c'est que le français, ce soit la langue commune. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que quelle que soit notre langue maternelle, quelle que soit notre langue d'usage, quelle que soit la première langue qu'on ait apprise en naissant, quelle que soit la langue d'usage que l'on parle à la maison, qui peut être le français, l'anglais ou quelques-unes des centaines d'autres langues qui sont parlées dans les maisons, quelle est la langue commune? Je ne dis pas la langue commune d'usage public, mais quelle est la langue commune? Autrement dit, quelle est la langue qui nous permettrait à l'ensemble des Québécoises, l'ensemble des Québécois, de pouvoir communiquer adéquatement, puis d'obtenir ce qui est un impératif majeur, d'avoir une espèce de cohésion sociale. Ça veut dire, nous, ce qu'on affirme, je pense, c'est que ça devrait être le français. Comme c'est l'allemand en Allemagne, comme c'est l'espagnol en Espagne, comme c'est toutes les langues nationales. Une langue qui permet et qui ne menace pas une minorité linguistique. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des minorités linguistiques qui ont différents statuts, dont on protège les droits. Puis au Québec, la minorité anglophone, elle est très bien protégée, elle a ses institutions, elle peut donc vivre dans cette minorité-là comme minorité, elle peut vivre très adéquatement. Mais ça veut dire carrément que ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est que sur le territoire du Québec, qu'il soit un territoire indépendant ou pas, il y a une langue commune que tout le monde parle. Et c'est en partie vrai. Ça veut dire qu'il faut qu'en partie, la minorité anglophone accepte que la langue commune d'usage, la langue commune qui va être parlée partout, en éducation, en santé, dans l'administration publique, partout, ce sera le français. Puis qu'une des choses qu'ils devront faire, c'est de la connaître et de la pratiquer. Ce qui veut dire que l'ensemble des institutions fonctionneraient en français, et certaines institutions, mais jusqu'à un certain point limité, continueraient à fonctionner dans la langue de cette minorité-là, par respect pour des droits historiques. Et c'est cette notion-là d'une volonté ferme, d'une langue commune, qui n'est pas affirmée clairement. Puis je comprends pourquoi elle ne l'est pas, parce que c'est dangereux. C'est une notion dangereuse. Parce que reporter ça à l'inverse, comme on fait partie du Canada, on peut fort bien dire, et je crois que c'est logique, de penser que les Québécois, lorsqu'ils vont à l'extérieur du Québec, sauf dans des communautés linguistiques qui existent et où la langue est pratiquée comme la langue d'une minorité linguistique, on doit s'acclimater, puis on va parler la langue commune, qui dans le reste du Canada, règle générale, c'est l'anglais. Moi, je n'ai pas trop de difficultés à concevoir cela. Alors que j'ai toujours eu de la difficulté à admettre qu'on vivait, paraît-il, dans un pays bilingue. Tout le monde sait qu'il s'agit là d'un mensonge. Le seul endroit où ce n'est pas un vrai mensonge, c'est probablement au Québec. Et actuellement, non seulement ce n'est pas un mensonge que ce bilinguisme-là, mais c'est en train de devenir une réalité. Je ne suis pas contre le bilinguisme théoriquement, mais dans les faits, dans l'usage des langues, dans les rapports de force qui existent entre une langue et une autre langue, l'état de bilinguisme est un état qui n'est pas permanent. Il n'y a pas aucun pays dans le monde où, d'une façon permanente, on va avoir deux langues qui coexistent. Il y a une lutte entre les langues, comme il y a une lutte entre les cultures. Puis c'est une lutte de séduction, puis c'est une lutte d'intelligence, puis c'est une lutte de culture. Et il faut accepter cela. Alors nous, on a le choix fondamental, collectivement, à faire, c'est est-ce que dans cette lutte-là, on est prêt à se battre pour que cette différence linguistique-là soit celle qui prédomine sur le territoire concret que nous occupons, que ce soit un pays ou que ce soit une province. Est-ce qu'on est prêt à faire ce choix-là? Et actuellement, dans certaines parties de la population, le choix n'est pas clair. Parce que cette notion-là est de moins en moins une notion qui semble être majeure, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je n'ai pas envie d'entrer, mais que vous connaissez bien. Ça, c'est une absence, puis je comprends cette absence-là dans le projet de loi 14. Nulle part, il n'est affirmé clairement que le français, c'est la langue commune. Cependant, on inscrit le français comme un des principes fondamentaux de la Charte des droits et libertés du Québec. Ça, c'est quelque chose d'important. Là, clairement, on dit qu'il relève des droits et libertés de pouvoir vivre en français. Je ne sais pas les mots exacts, mais vivre et travailler en français. Quelle est la portée de cette inclusion dans l'intérieur de la Charte des droits et libertés?
je ne suis pas assez juriste, je ne connais pas suffisamment cela. J'ai essayé de consulter, mais je n'ai pas eu de réponse encore. Je ne sais pas quelle est la valeur d'inclure dans la Charte des droits et libertés ce principe-là. Ça m'apparaît fondamental, mais est-ce que concrètement, ce sera utilisable? Est-ce que c'est au niveau juridique qu'ultimement, on peut faire référence à la Charte des droits et libertés du Québec? Est-ce que la Charte des droits et libertés du Québec a préséance sur la Charte canadienne des droits? Je sais que non. La Cour suprême ne tient pas compte nécessairement, ne tient pas compte, point, de la Charte des droits et libertés du Québec au niveau juridique, là, quand ça va jusque-là. Or, on sait très bien que la loi 101 a toujours été contestée jusqu'à la Cour suprême, que ce sont les décisions de cette... Donc, on est aussi là, dans une espèce d'ambiguïté politique, là. Jusqu'où on va, là, tu sais, à mon sens. Vous clarifierez la chose, Madame la ministre, parfait. Parce que je sais que ce morceau-là vous tient beaucoup à cœur. Moi, il me tient à cœur, mais j'aimerais encore savoir à quoi mon cœur doit s'attendre. Bon, mais, OK. Une des choses qui... une des faiblesses, à mon sens aussi, de la loi, du projet de loi 14, c'est qu'au niveau de la santé, puis j'entendais, on en parlait tantôt au sujet de la fusion de l'Institut Lindsay-Gingras, une des absences, c'est que nulle part il n'est affirmé que au niveau de la santé, il va y avoir, comment dire, prenons ça par l'autre côté. On s'est dit, nous, dans les organismes de santé, dans tout ce qui touche le domaine, les gens ont besoin d'avoir des services hospitaliers. Ils sont malades. Alors, il n'est pas question de leur demander quelle est leur langue. On leur parle dans la langue qu'il faut pour les soigner. Fort bien. Mais la réalité démographique fait que le poids de l'anglais est très important. Donc, ce n'est pas au niveau du service qui va être rendu que la chose importe. L'important dans le domaine de la santé, qui est un autre gros tabou au Québec, c'est qu'on ne sait pas dans quelle langue vont fonctionner. Et quand on regarde les milliards qui sont investis dans le CUSUM, on se dit, le CUSUM, ça va fonctionner dans quelle langue? Le CUSUM en lien avec l'Université McGill, est-ce que c'est un organisme reconnu au sens de la loi? Donc, est-ce qu'il va fonctionner en anglais ou est-ce qu'il va fonctionner en français? C'est majeur. C'est ça dont on parlait, dont Éric parlait tantôt. Quand ça devient institutionnalisé, alors comment on fait pour déterminer quel hôpital ou quel service de santé devrait fonctionner en français ou en anglais? On a vu le problème avec la fusion de deux organismes, un anglais et un français. C'était l'Institut de réadaptation puis l'Institut Lindsay. Puis là, cette fusion-là, tout d'un coup, on voulait que ça soit un organisme reconnu au sens de la loi comme bilingue. Puis là, l'office était mal prise parce qu'elle ne savait pas. L'office était mal pris, l'office est masculin, parce qu'il ne savait pas comment déterminer. Donc, il n'y avait pas d'outils. Ce qu'on suggérait, nous, c'est qu'au moment où on s'inscrit à la Régie de l'assurance maladie du Québec, il y a un critère qui est la langue maternelle. En prenant pour acquis que vous avez des droits historiques comme anglophone de langue maternelle, donc vous avez le droit d'avoir des institutions qui vont fonctionner dans la langue de la minorité linguistique, mais pour ce qui est des francophones et des allophones, des gens dont... Alors vous, quand vous vous inscrivez, on aurait mis, disons, donc vous appartenez à cette... Donc on pourrait déterminer à qui les soins hospitaliers sont rendus. Est-ce que ce sont des soins hospitaliers qui sont rendus à des francophones et allophones ou à des anglophones? Ça permettrait de déterminer dans quelle langue ces organismes-là fonctionnent, travaillent. À l'intérieur de ces hôpitaux-là, dans quelle langue le travail se fait. Non pas au niveau du service, si vous allez à l'urgence, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous comprendre, mais au niveau des documents échangés, de la façon dont le travail se fait. Bon. Et je risque d'être trop... Ah, je m'arrête trop. OK. Non. Je vais essayer de partir avec quelque chose d'un peu plus positif. Je vais réserver une dizaine de minutes de questions. Ouais. Ben, par exemple, il y a beaucoup d'articles sur la langue de travail.
Bon, prenons la langue d'enseignement. La langue d'enseignement, il y a des choses, il y a en particulier la francisation des services de garde éducatifs. Mais la façon dont c'est exprimé, c'est que les enfants, on devrait les initier, et on met beaucoup d'emphase sur l'initiation et le fait que les enfants devraient, dans les services de garde éducatifs, ça devrait se passer en français. Il y a un certain nombre d'exigences qui sont dans le projet de loi 14. Mais on ne va pas aussi loin que de dire qu'il devrait y avoir un système linguistique pour les francophones et les allophones et un système linguistique pour les anglophones dans les services de garde éducatifs. On ne va pas jusque-là. Là encore, on peut comprendre que ce n'est pas simple à instaurer, mais dans le fond, si on ne va pas jusque-là, est-ce qu'on va être en mesure de s'assurer qu'il y a vraiment une initiation, une introduction et un apprentissage du français et que ça fonctionne surtout en français dans les services de garde éducatifs? Je ne suis pas sûr. C'est beau d'avoir une loi, mais qui va s'assurer que cette loi-là est mise en œuvre et qui va s'assurer qu'elle est appliquée? Difficulté. Difficulté enrichie par le fait que la situation budgétaire du gouvernement du Québec est désastreuse, ils n'arrêtent pas de nous le dire, puis ils ont raison, et puis il faut aller vers un déficit le plus faible possible. Donc, on comprend très bien qu'il n'y aura pas plus de ressources de donner à l'Office québécois de la langue française, ou qu'il va y avoir une limite très proche quant aux ressources investies pour appliquer la loi. Or, un des problèmes de la charte actuelle, c'est qu'elle est difficilement appliquée dans plusieurs de ses parties. Alors, quand on augmente la responsabilité de la charte, est-ce qu'on a les effectifs et les budgets suffisants pour mettre en place ce qu'on propose? Pour le moment, tous les signaux qu'on a sont non. Problème majeur. Et c'est un problème qu'on retrouve dans plusieurs endroits. Je vous donne un autre exemple. Il y a des choix qui sont faits par le gouvernement. Le choix actuellement, enfin, que moi j'ai fait quand j'ai écrit la nouvelle charte, je me suis dit, abolissons le Conseil supérieur de la langue française qui a produit 4 rapports en 10 ans, puis qui est un lieu d'influence de nomination politique évident. Abolissons cela, puis donnons à l'Office québécois de vrais pouvoirs et rendons l'Office québécois de la langue française tributaire d'une décision des 2/3 de l'Assemblée. Là, il y a un choix clair. On dit l'Office québécois, ça va devenir l'outil par lequel on applique une politique globale de la francisation. Dans le projet de loi 14, c'est pas ça le choix qui a été fait. Au contraire, et il y a beaucoup de références au pouvoir ministériel. C'est la ministre ou le ministre qui devient la personne ultime qui prend les décisions. Donc, plutôt que de dépolitiser l'Office québécois de la langue française, on l'assujettit au pouvoir ministériel. Fort bien quand la ministre fait partie des gens qui se préoccupent de la langue, qui sont des gens qui défendent la langue, mais qu'en est-il quand tout à coup c'est le gouvernement qui change et qu'on subit, comme on a subi, 10 ans de parti libéral où tout ce qu'on veut et tout ce qu'on demande à la ministre responsable, c'est surtout qu'il ne se passe rien du côté de la langue. Moi, je pose des questions là-dessus. Je préférerais que l'Office soit carrément un organisme beaucoup plus indépendant et relevable et qui doit rendre des comptes à l'Assemblée nationale, qui doit donc, en principe, rendre des comptes à la population en général. Ça, c'est une autre grande question un choix qui a été fait. Dans ce cas-là, c'est pas une question, c'est un choix qui a été fait. Est-ce qu'il y a un peu de temps pour les questions? Oui, fait que... Bon, là, évidemment, il y a l'affichage, il y a la loi 115, j'en ai dit un mot. Bref, c'est ça. Le reste, ça serait peut-être lassant. Il faudrait y aller article par article. Vous savez, actuellement, il y a une espèce de réaction sur des choses comme... le statut bilingue des municipalités, le statut bilingue des organismes reconnus par la loi. C'est une bataille. Le projet de loi, là, est assez ferme, dit clairement quelque chose de logique. Ce qui a été donné comme statut bilingue, ça correspondait à une démographie réelle. Là où il y a plus de 50% des gens qui sont de langue anglaise, on conserve ce statut reconnu par la loi, un statut bilingue. Mais quand c'est plus vrai, disons ici Ottoburn Park, moi, c'est pas une bataille que j'ai voulu faire, Ottoburn Park, mais
franchement, il reste peut-être 7-8% de personnes qui sont anglophones. C'est clair que le statut bilingue de Toburn Park est une fiction. Bon, moi, personnellement, je ne trouvais pas que c'était nécessaire d'engager ce combat-là. Je trouve qu'il y en a de beaucoup plus importants, mais il est logique, là, tu sais. Alors, puis on prend beaucoup de précautions, on dit on va consulter les gens. Donc, ça devient, dans ce cas-là, un pouvoir ministériel. Là, je pense que c'est logique, parce que c'est une question politique. Mais quand on voit une levée de bouclier contre ça, on se dit, alors, quand on voit une levée de bouclier contre le projet de loi 14 de ce temps-là, je me dis, c'est merveilleux pour la ministre, puisque les gens qui se lèvent pour se combattre sont en train de nous prouver que finalement, le projet de loi, il n'est pas vraiment dangereux. Il n'y a pas vraiment d'enjeu qui risque de... Et c'est là ma principale réserve, et je vais finir avec ça, c'est que je trouve que le projet de loi 14 n'est pas suffisamment dangereux. Elle n'est pas suffisamment dangereux, et j'utilise le terme dangereux au sens de... Manque de mordant. Capable d'apporter des changements structurels et structurants. Parce que ce dont on a besoin au Québec, si on veut contrer et rééquilibrer la situation du français, c'est d'adopter des mesures qui sont structurantes, qui vont avoir un effet concret. Et on ne peut pas s'imaginer que ces mesures structurantes-là ne causeront pas une réaction. Et la réaction va être vive. Parce qu'il y a un refus fondamental, je pense, à accepter au Québec que la langue commune, c'est vraiment le français, puis que c'est une volonté claire. Et si on n'arrive pas à avoir des mesures structurantes qui modifient la réalité, alors là, je suis inquiet de l'avenir du français à Montréal et dans la région métropolitaine. Je vais arrêter là. Merci.